Dans un communiqué publié lundi 7 avril, la porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Tina Salama, annonce que la RDC suspend jusqu'à nouvel ordre tout contrat, démarche aux propositions de lobbying passées aux faits entre elle et les entités firmes au cabinet américaines spécialisées dans ce domaine. Une décision qui intervient quelques jours après la visite à Kinshasa de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Il faut dire que le contrat en particulier qui fait polémique est celui qui a été conclu avec la firme Hurricane Turner, dirigée par une ancienne de l'équipe de campagne de Donald Trump. D'autant toutefois que selon le communiqué, Tina Salama fait savoir que le président Félix-Antoine Tshisekedi se félicite des relations solides et durables de coopération et d'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Analyse dans cette édition de Regard panafricain. Et puis nous allons nous intéresser aux tensions entre l'Algérie et le Mali. Devrait-on craindre une escalade? La question se pose au moment où des centaines de jeunes sont descendus mardi dans les rues de Bamako, manifestés devant l'ambassade d'Algérie à Bamako. Ils protestent contre la destruction d'un drone malien par les forces algériennes, accusant le Mali d'avoir violé l'espace algérien. Ces manifestants exigent que la souveraineté dont affirme le Mali aujourd'hui au sein de l'espace confédéral AES soit respectée et disent non à l'ingérence algérienne, notamment dans le dossier de Kidal. Une situation qui n'arrange pas les choses quand on sait qu'on note déjà une brouille diplomatique avec rappel des ambassadeurs et une réciprocité des pays de l'AES. Voilà, mesdames, messieurs, notre structure de Regard panafricain du 9 avril 2025. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes sur les antennes de For You Radio 96.3 FM et puis vous nous suivez également sur notre application téléchargeable sur les plateformes For You Media. Le programme sera pris par la suite en relais en télévision et puis publié sur nos plateformes Facebook et YouTube. Comme invité, nous avons l'honneur d'accueillir pour ce regard panafricain Dr Nyamsi Mpundi Rodolphe Deo. Il est enseignant, spécialiste de l'information et de la communication, analyste politique, plusieurs casquettes qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Docteur, bonsoir et merci d'être sur For You Media. C'est un plaisir de revenir à la maison qui nous a vu grandir et d'apporter ce qu'on aura appelé la petite touche de l'étincelle qui fera de ce débat panafricain, apporter des touches et des points d'ombre qui ne pourront pas dire pour apporter aussi ce que j'aurais dit. Le panafricanisme est un courant de pensée, ce courant de pensée qui pourra faire de nous des hommes qui savent d'où ils viennent, d'où ils partent et ce qu'ils seront demain. Merci, cela annonce certainement que les échanges que nous allons avoir seront assez édifiants pour ceux qui nous suivent et notamment l'ensemble de nos téléspectateurs et téléauditeurs. D'abord, le premier sujet qui nous interpelle, c'est bien sûr du côté de la RDC. Il y a quelques mois, le président Félix Tshisekedi annonçait vouloir signer des contrats avec l'administration américaine pour l'exploitation des ressources minières, les minerais rares, dans l'optique bien sûr de sécuriser la RDC en proie donc à une crise avec le mouvement rebelle M23 dont on parle du Rwanda comme appui. Mais lundi dernier, il y a donc eu ce communiqué donc du porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama, qui soulignait que le président avait bien sûr mis un thème à toute transaction avec différentes entreprises américaines qui auraient eu contracté des contrats avec la RDC, mais bien plus. Il se dit que le problème vient notamment d'une firme Hurricane Turner qui a été dirigée par une ancienne de l'équipe de campagne de Donald Trump. Comment comprendre cette situation? Est-ce que le président Tshisekedi s'est rétracté au moment où il a reçu le diplomate américain qui a été envoyé vers lui? On parle bien entendu ici de Massad Boulos, conseiller principal donc pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Ou tout simplement c'est quelqu'un qui voudrait voir mieux clair avant toutefois d'engager une transaction avec les États-Unis. Oui, avant de vous répondre, je vais planter le décor et retracer ce que c'est que le Congo démocratique dans le concert des nations africaines. Vous savez, c'est un pays de 105 millions d'habitants au dernier recensement de 2023. C'est pratiquement 2 446 000 de superficie pour 26 provinces, pour dire un sous-sol minier extraordinaire, colbate, uranium, diamant, or,
Et vous saviez, tout comme tout le monde, que le Congo a été une proie, une chasse de guerre pour toutes les grandes puissances étrangères. Voilà ce qui a créé l'instabilité de ce pays pendant pratiquement 25 ans aujourd'hui. Vous êtes sans doute ignorer que ce que le président Tshisekedi veut faire aujourd'hui, c'est tout simplement voir clair sur ce qu'on appelle le visage panoramique de ce qu'on appelle les échanges bilatéraux entre un pays, première puissance mondiale, et un pays qui est une puissance en Afrique, mais qui ne se détermine pas dans l'espace et le temps. Si pouvoir vous le dire aujourd'hui, c'est de savoir que même en 1974, le Congo qui a été découvert en 1908 par ces Belges et ces Portugais, est un Congo qui est devenu indépendant le 30 juin 1960 et que le président n'a que 5 ans, Kasavubu, qui a été dupé par des contrats mirobolants extraordinaires par ce qu'on aura appelé le colon étranger. Et 5 ans après, renversé par Mobutu Sese Seko, qui a été une puissance qui a mis le franc Zaïre. Un franc Zaïre pour $2. Et l'image qui trompe tout le monde et qui a flambé le monde, c'est que Foreman et Mohamed Ali ont combattu au Zaïre. Ce Zaïre-là était une puissance, qui continue à être une puissance aujourd'hui. Alors, lorsque le président actuel fait ce qu'on appelle un feedback sur ce qui a été cette tenets aboutissant, ce que j'aurais appelé ses forces en temps, il ne peut pas signer un contrat avec ce que Trump vit aujourd'hui. Vous savez que c'est un président qui a fait chuter 4 bourses du monde en espace d'une semaine. La bourse de New York, la bourse de France, la bourse de Tokyo et la bourse de Pékin. Les gens ont perdu des milliers de dollars, de francs. Alors aujourd'hui, lorsque le président du Zaïre, produit de la République démocratique du Congo, dit à son porte-parole d'arrêter d'abord ses contrats, c'est parce qu'il essaie de voir grand. Et vous savez que la CEEAC aujourd'hui, la Communauté des États de l'Afrique centrale, qui est là avec les Grands Lacs, où la RDC a un plan de vision économique pour devenir ce qu'on appelle une pieuvre tentaculaire, pour pouvoir apporter un tout petit peu ce qu'on appelle le bonheur en Afrique et au pays des Grands Lacs, il va sans dire que on ne peut pas signer un contrat sans connaître où est-ce que le contrat aboutira. Et cette société américaine qui est venue au Congo avant que Trump ne prenne le pouvoir, c'est une société qui a donné ce qu'on appelle un cahier de charges, qui aujourd'hui Trump au pouvoir veut changer le cahier de charges. Alors en changeant le cahier de charges, le président de la RDC ne voit plus clair dans ce cahier de charges qui veut changer. Il veut le développement de son pays, malgré M23 qui est ratisé au nord du Kivu aujourd'hui. Je pense que la RDC a son mot à dire au Conseil des Nations et on ne peut pas prendre un contrat colonial comme ça et le paraffer pour que les populations puissent en souffrir. Vous parlez si bien de cette société qui avait eu à paraffer. Selon bien sûr nos informations, il s'agit d'un contrat de 5 millions de dollars signé donc le 6 mars 2025 par Eberande Kolonge, tout nommé conseiller spécial en matière de sécurité du président Tshisekedi. Il a confié à la firme américaine la mission de représenter la RDC auprès du Congrès des États-Unis, de l'exécutif et d'autres agences gouvernementales. Le contrat lui prévoit aussi un appui en communication stratégique ainsi que l'analyse de politiques liées à la sécurité nationale. Tout cela dans un contexte où Kinshasa cherche à conclure un accord minier avec Washington. Pensez-vous donc que c'est cette nouvelle voie ici? Est-ce que c'est le président qui a été trompé par son conseiller, le président Tshisekedi, qui a été trompé par son conseiller, dans la mesure où il a voulu signer ce contrat au profit peut-être de la RDC, parce que je voudrais tout simplement me référer à ce qui a été souligné, parce qu'à la base quand même, la RDC est en proie à l'insécurité. On a vu M. Tshisekedi faire des pieds et des mains, aller à gauche à droite pour essayer de trouver une solution pour résoudre le problème dans les provinces du nord et du sud de Kivu. Finalement, il y a l'option américaine et il a intenté cela plusieurs fois. Il s'est même dit avec le président Trump que les choses vont se faire. La preuve, c'est que malgré justement cette situation, on a arrêté et tout, il projette toujours de faire marche avec les États-Unis. Est-ce que le problème, c'est la nature du contrat qui a été signé par la suite et qui ne bénéficiera peut-être pas aux caisses de la RDC, ou bien il y aura encore d'autres manœuvres qui ont amené à ce que tout soit arrêté aujourd'hui? Non, il faut savoir une chose. Nous sommes dans une zone africaine appelée Grand Lac. C'est un gisement catastrophique de richesses qui peut autant pour moi plaire soit aux États-Unis d'Amérique, soit une autre puissance qui peut se définir dans le concert des nations. Alors, regardez un tout petit peu que les États-Unis sont
pratiquement plus de 60 ans, pour ne pas dire 56 ans, présent en RDC. Vous saviez que Patrice Lumumba perd son âme en 61. Mobutu prend le pouvoir en 1965. Par quoi? Par une bénédiction de la CIA. Et cette CIA qui trompe Mobutu et lâche Mobutu dans les années 90. Alors, Tshisekedi regarde tout simplement la géopolitique africaine et regarde tout simplement ce qu'il peut avoir comme tenant aboutissant. Nous sommes dans ce qu'on appelle, dans les sciences de l'information et de la communication, la méthode SWOT. Quelles sont les opportunités que nous pouvions avoir en signant ce contrat? Quelles sont les faiblesses que nous avions en signant ce contrat? Quelles sont nos forces? Alors, dans cette méthode SWOT, lorsque le président Tshisekedi regarde devant, derrière et en employant cette méthode, il y a lieu de revisiter ce qui a été fait avant, pendant et après. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un couloir que personne ne voudra en parler dans le panafricanisme. C'est un couloir d'assassinat. Maintenant, ils arrivent. Qu'est-ce qui a lieu d'être alléchant? Vous savez que la ville de Kinshasa est une ville très grande, cosmopolite, mais qui croupit en dessous de $1. Vous saviez que la deuxième ville, appelée Ngoma, c'est une ville minière, mais qui croupit aussi dans cette même misère. Vous allez continuer jusqu'au nord du Kivu, qui est une ville agricole, qui peut apporter ce qu'on aurait appelé de la matière, la denrée alimentaire, à tout ce géant Congo. Mais c'est une ville en proie avec ce qu'on appelle les exactions des militaires et des rebelles. Alors, lorsqu'on veut signer un contrat de partenariat qu'est-ce que je voudrais dire, pour exploiter la richesse et le sous-sol minier du Congo, il faut apporter l'éducation. Vous saviez que la première faculté de médecine en Afrique subsaharienne a été celle du Congo, avant celle du Sénégal. C'est de la RDC qu'on appelle l'ancien Zaïre. Alors, quand tu regardes que c'était les premiers intellectuels dans les années 65-70, c'est les premiers Africains à avoir tenté de faire lancer une fusée. C'est les premiers Africains à avoir ce qu'on appelle une télévision noire. Alors, quand le président regarde tout cela dans son panafricanisme, il dit, si je signe ce contrat et le peuple dont j'ai combattu en disant, faites-moi confiance et laissez tous ces gens, ce peuple ne va plus me réélire. Je me suis battu pour être à cet endroit. Alors je dois travailler pour mon peuple. C'est pourquoi il a dit, nous arrêtons tout. Il a dit à son conseil, tu arrêtes tout. Nous allons rentrer dans les états généraux de la reconstruction de nos idées, de l'idéologie. Ce que Mobutu avait dit en 1972, la zaïrinisation, ramener tout pour le territoire, faire du territoire congolais le meilleur. Et quand vous regardez l'histoire de Sabena, vous allez vous rendre compte que on est en train de rentrer dans les miens de l'histoire de la zaïrinisation pour dire que d'abord la RDC, d'abord le pays, d'abord le peuple, avant les intérêts personnels. Donc ce contrat, Donald Trump est en train de pleurer aujourd'hui parce qu'il y a de cela une semaine, la bourse mondiale et le monde entier étaient arrivés vers les États-Unis sur la chute de la bourse des valeurs et sur la chute de ce qu'on aurait appelé la matière première. Qui a fait cela? Mais c'est Trump, mais qui l'assume aujourd'hui. Quand tu fais pleurer l'une des puissances telles que la Chine, tu fais pleurer une puissance telle que l'Allemagne en bourse de valeur, tu fais pleurer la France. Ça veut dire que quand tu viens en Afrique, tu feras quoi? Ce ne sera plus les pleurs, ce sera un deuil. Alors il faut d'abord arrêter. On va rentrer dans un laboratoire de réflexion en Afrique et on va voir si ces accords parviendront à bon escient à pouvoir faire profiter le peuple congolais. Justement, dans cette nouvelle reconfiguration, quand vous le dites si bien, il y a lieu de regarder ici une perspective directe des rapports qui peuvent être désormais entre les États-Unis et l'Afrique dans son ensemble, parce que vous l'avez si bien souligné, il y a une semaine également de cela, dans l'imposing des taxes douanières que l'administration Trump fait, il y a 50 pays africains qui ont été bien sûr cités, parmi lesquels l'Afrique du Sud, et on s'est rendu compte que quelques mois bien avant, il y avait que
avec la suspension de l'UCED, c'était l'agence internationale américaine qui portait au financement, il y a eu comme une sorte de coupure, bien entendu, avant que d'autres raisons ne sortaient, comme quoi ça a servi à financer telle ou telle autre chose. On s'est rendu compte que dans sa politique d'American Green Make American Great Again ou American First, Donald Trump tentait vraiment de pouvoir davantage avoir une grande place pour l'Afrique. Aujourd'hui, avec la réaction, par exemple, du président Félix Tshisekedi, avec également cette question des taxes douanières au niveau de la guerre commerciale, quels peuvent être aujourd'hui soit le rapport de force, ou sinon les rapports sur une perspective à venir entre les États-Unis et les pays africains? Est-ce que la réaction du président Tshisekedi démontre à suffire que les Africains peuvent quand même rivaliser ou lever le ton? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, cher docteur Mpunding, la situation quand même en RDC, quelque part, est dans le fond. Si aujourd'hui le Rwanda, qui n'a aucun gisement minier, parvient à vendre quand même du cobalt, du uranium et autres, cela se puise en République démocratique du Congo. Et les États-Unis sont en quelque sorte les donneurs d'ordre, mais qui sont sous-jacents, qui ne sont pas généralement visibles. Je voudrais avoir votre lecture là-dessus. La lecture est dialectique. La lecture est celle d'un mendiant de la paix. Qui est le mendiant de la paix aujourd'hui? C'est le président de la République démocratique du Congo. Parce que qui est propriétaire des Nations Unies aujourd'hui et qui donne la force à ne pas agresser le territoire de l'autre? Mais c'est les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils essaient de dire en filigrane? Donne-moi tes gisements et le Rwanda n'entendra plus violer tes terres. Voilà ce qu'il faut regarder sur l'étoffe noire. Or, il y a une chose qui est claire. Depuis que le M23 sème des terres au nord du Kivu, un peu par-ci, un peu par-là, on avait d'abord accusé Kampala, l'Angola. Mais ce n'était que des mercenaires qui venaient à Kigali et qui s'entretenaient avec le M23 pour attaquer le territoire congolais. Devant les yeux des Nations Unies, devant les yeux de l'Union africaine. Aujourd'hui, on veut nous servir une crêpe à une tarte beurrée pour dire que si tu me donnes un contrat de gisement, je bloque l'agression de ton territoire parce qu'il est tellement vaste et ton armée ne peut pas combattre. Cette grille de lecture est la première. La deuxième est simple. Les États-Unis sont en perte de vitesse dans ce territoire qu'ils contrôlaient il y a cela 45 ans. J'ai dit qu'ils contrôlaient. N'oubliez pas que c'est la CIA qui a donné le pouvoir à Mobutu Sese Seko Ouassabamba. N'oubliez pas que Lumumba était communiste et qu'il a été trahi. N'oubliez pas que c'est cette CIA qui ouvre la porte en trompant le peuple congolais pour montrer que Lumumba était mauvais. Alors, devant cette page de l'histoire, lorsque le président congolais aujourd'hui regarde cela, il se méfie de Trump et ses différentes sorties. Ce que Trump vous dira lundi, c'est pas ce qu'il vous dira mercredi. Les images crèvent les yeux. Les réflexions indécises et riches en suggestions le démontrent à suffisance. Mais donc, peut-être pour vous relancer, là, vous allez vous donner la possibilité davantage de pouvoir développer. Aujourd'hui, vous dites que le président Tshisekedi craint, il observe bien les réactions du président Trump qui, il faut le dire, n'est pas constant dans ses sorties, n'est pas constant dans ses propos, mais lorsqu'il a sollicité l'aide, je vais dire ça comme ça, ce contrat avec les États-Unis, comme quoi on leur donne des terres, en retour, il y a la sécurité de nos terres. Il visait quoi, le président Tshisekedi? Est-ce qu'il ne pensait pas que le président Trump pouvait justement avoir multiforme d'expression? Ne pouvait-il pas manquer de constance dans sa manière d'agir? Ou tout simplement, il s'est rappelé qu'il est quand même le chef d'État d'un pays et a essuyé ces derniers temps plusieurs critiques parce qu'il lui a reproché très souvent de ne pas taper le poing sur la table pour arriver à donner solution à la situation dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Nous sommes en politique. Et vous savez, en politique, ce qui s'est dit le matin, c'est pas ce qui s'est dit en soirée. Et la nuit porte conseil. Et quand vous voyez quelqu'un comme le président Tshisekedi, qui a été pendant 30 ans dans la lutte pour ce pouvoir, il ne peut pas dénier ce qu'il a promis au peuple congolais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque vous arrivez dans la ville de Ngoma, qui est une ville à bastion à ce président-là, qui est une ville qui a pleuré, qui a crié
et qui a donné les voix et les votes au président Tshisekedi. C'est une ville qui ne ressemble... Vous parlez de Tshisekedi fils ou bien Tshisekedi père? Le fils. Je parle du fils qui fut gouverneur. C'est cette ville de Ngoma qui donna tout son pouvoir et son poids politique. Et sans fioritude. Vous devez savoir que ce monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est une volonté générale du peuple congolais. Plus jamais ça chez nous, nous sommes plus que jamais unis. C'est pourquoi dans le dernier état, les états généraux de la politique, ils ont dit, si nous t'avions mis là, c'est pour que le peuple congolais soit uni et indissociable. Or, vous allez vous rendre compte aujourd'hui, quand on parle des richesses, mais les richesses appartiennent à quoi? Au sud et au nord du Kivu, qui sont les 2 provinces sur les 26 provinces que le roi Baudouin avait laissées lors de la décolonisation. Aujourd'hui, les Belges se taisent. Aujourd'hui, les Américains, qui ont été les troubles faits dans cette partie du territoire, ne peuvent que faire quoi? La fine bouche. Je suis en train de vous montrer ce qu'on nous a appelé les identités remarquables. Lorsque vous voulez aller en guerre, lorsque vous voulez la paix, vous préparez la guerre. Pour préparer votre paix, vous devez acheter des armes. Vous devez acheter tout ce qui vous permettra de repousser l'ennemi. Or, aujourd'hui, ce président n'est pas un vent en guerre. Et les États-Unis regardent une chose. Quelle est la tarte qu'on vous donne? Si moi, américain, j'exploite cobalt, uranium, que sais-je encore, diamant, au sud et au nord du Kivu, le LM23, je les repousse au Rwanda et je fais le contrôle de la ceinture des Grands Lacs. Et toi, tu gères ton pouvoir en paix. Voilà l'idée de Trump. Il faut se donner des forces pour pouvoir être puissant. Et la puissance aujourd'hui américaine viendra des richesses de la RDC. Voilà une grille de lecture. Elle est didactique, elle peut être plausible, elle peut être en synthèse et discutable, mais tout le monde, sinon la grande majorité, conviendra en disant ce n'est que là où Trump guettait le président Tshisekedi. Alors justement, ce n'est que là où Trump guettait le président Tshisekedi. Ce qui voudrait donc dire par là aujourd'hui que dans l'optique, quand cette affaire maintenant elle est presque en observation, parce qu'il va falloir, comme l'a si bien dit, que le président Tshisekedi voit un peu plus clair dans les réactions, même si d'autres ont évoqué qu'il y avait une multiplicité notamment d'intervenants dans les différents contrats de lobbying qui étaient cités. Quelle peut être aujourd'hui la nouvelle approche? Est-ce que ce sera le président Tshisekedi qui va d'abord peaufiner cette situation et puis refoncer vers les États-Unis, ou encore ce sera la partie américaine qui va plutôt faire une sorte d'offensive vers la RDC, parce que les minerais, ces minerais rares sont tellement importants, un peu comme aujourd'hui également ils visent les minerais rares du côté de l'Ukraine. Non, je vais vous raconter une autre page de l'histoire de l'Afrique. Vous saviez, les Américains n'ont jamais été ceux qui donnent facilement. Ils ont toujours été des récupérateurs. Pour partir de X à Y sans transition, regardez ce que Saddam a subi. Regardez ce que le Shah d'Iran a subi. Toute révolution qui s'est faite de façon sanglante a été menée par la CIA. Maintenant, je reviens à votre question. Le président de la République démocratique du Congo va rentrer à l'Assemblée nationale. Il va discuter avec ses pairs. Ayant fini de discuter avec ses pairs, il aura une lettre de l'Union africaine. L'Union africaine, qui est ce grand organe, va essayer de développer et apporter des conseils à ce géant d'Afrique. Mais d'abord, on dirait comme si vous lisez dans une boule de cristal, même si d'ailleurs, je n'ai pas trop vu le président Tshisekedi vraiment être très proche de l'Union africaine. Souvenez-vous, lors du récent sommet qui s'est tenu le 38e à Addis Abeba, pendant que les chefs d'État étaient réunis en Éthiopie pour discuter notamment des sujets qui préoccupent et concernent l'Afrique, le président Tshisekedi a préféré aller à Munich, où il y avait le sommet sur la sécurité, là-bas pour se plaindre du Rwanda, que la communauté internationale
président ne réagit pas et toutes autres choses. Et plusieurs fois, il n'a pas souvent pris même pas au rendez-vous lorsque l'actuel président en exercice de l'Union africaine, João Lorenzo, a eu à organiser des rencontres avec le président Kagame. Si ce n'est pas lui qui est absent, c'est le président Kagame qui est absent. Et vous nous dites aujourd'hui que le président Tshisekedi va recevoir une lettre de l'Union africaine. Permettez-nous un peu de comprendre, docteur, parce que j'ai l'impression que vous êtes là dans une boule de cristal. Je ne lis pas dans une boule de cristal, ce qu'on appelle la science politique. En science politique, on ne rencontre pas son ennemi facilement lorsque l'ennemi n'a pas accepté votre feuille de route. Il était dans un congrès de sécurité. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison si vous n'aviez pas laissé un gardien fort. Un chef d'État ne sort pas de son pays s'il n'a pas laissé des conseils une feuille de route. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire dehors? Vous pensez, docteur, qu'il aurait été mieux d'aller en Europe que de pouvoir aller chez ses pairs africains, à l'Union africaine? Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur les 54 États africains, 27 pays africains ont perdu leur chef d'État parce qu'ils étaient en visite officielle chez le voisin ou à un lieu non indiqué. Suivez mon regard, je ne vais pas citer ces pays de peur de frustrer les uns et les autres. Lorsque le président de la RDC Congo décide d'aller sur un congrès, sinon sur un séminaire de sécurité à Munich, c'est parce qu'il sait que il a ce qu'on appelle les tenants et les aboutissants. Si vous dites que j'arrive là-bas et quelque chose se passe chez moi, vous allez me donner une armée pour défendre mes pères très très rapidement. Et je vous rappelle de ce que c'est que Mobutu a fait en 1976 lorsque la Légion sautait sur Coalzi. Pendant que Mobutu allait dans un séminaire, le Zaïre était en proie et la Légion française a sauté sur Coalzi pour restituer le pouvoir de Mobutu et l'armée belge. Je vous dis, ce président a lu les mémoires de la zaïrisation. Donc, il a laissé le sommet africain parce que les Africains sont hypocrites. Et certains Africains, présidents africains qui ont été mis au pouvoir. Là, c'est grave, docteur, dites-nous. Dites-nous, on a bien envie de comprendre cette hypocrisie des chefs d'État africains. Je vais vous donner cette hypocrisie. Lorsque vous êtes mis au pouvoir par une puissance étrangère qui vous fait allégeance et finit le sous-sol de votre pays sans que les Africains n'en bénéficient, vous êtes à leur botte. Et la RDC? Et justement, le président Tshisekedi fait partie de cette vague de personnes-là? Non. C'est pourquoi il n'est jamais à l'Union africaine, l'envoie toujours son représentant. Il est légitimement de la RDC, il n'a pas été, il n'a aucune réaction, aucun rapport avec ni les États-Unis, ni la France, ni l'Union européenne, ni la Belgique, absolument. C'est un monsieur qui est arrivé au pouvoir parce qu'on appelle un clic du hasard. Ce n'est pas l'homme qu'on attendait. Ce n'est pas l'homme qu'on attendait. On lui a fait de la cour. On lui a fait des courbettes parce qu'on croyait qu'il était facile. Vous savez qu'il a quelques jours de la fin de son mandat. Il n'a plus 3 ans de pouvoir. Donc c'est un monsieur qui veut briguer un autre et veut construire son pays. Ce qui voulait dire par là qu'en tant que dirigeant de la RDC, il n'était pas véritablement prêt pour diriger la RDC. Vous savez que les élections présidentielles en Afrique, quand le peuple a besoin de vous, ça dépasse les sondages. Quand le peuple est vraiment conscient, ça dépasse les sondages. Quand le peuple est exacerbé, ne sait plus à quel sens se vouer, alors le peuple prend ce qu'on appelle un regain d'espoir et le peuple vote juste. Vous savez que depuis son père à lui-même, c'est 30 à 34 ans de combat. D'abord, dans un combat de rébellion, où il lève les mains pour dire, ce n'est pas une rébellion pour tuer mes frères, c'est une rébellion pour chasser les Angolais MM23 qui étaient sur nos terres et qui étaient la garde rapprochée d'un président et de son père que nous n'avions pas voulu. Ce président en rébellion venu des pays voisins faire du Congo ce qu'on aurait appelé le pays des étrangers. Il a été porté par ses pairs. Donc aujourd'hui, quand il va dans un sommet de sécurité pour dire aux Nations Unies, mais je suis un pays, regardez-moi, j'ai besoin de consolider mes frontières naturelles quand vous consolidez les vôtres. C'est un pays 3 fois plus grand que le Benelux, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et dans ce sommet, il avait besoin de le leur dire. Or, au niveau de l'Union africaine, combien de forces de l'Union africaine sont venues dire à Kagame
que non, ce que tu fais est mauvais. Combien d'États africains ont dit à Kagame que ce que tu fais n'est pas bon? C'est le seul président dans le monde qui fait des volte-face. Il n'a pas fini avec les histoires de génocide. Il n'a pas fini avec la francophonie, qu'il est déjà dans le Commonwealth. Pourquoi? Parce qu'il pense pouvoir graviter à gauche et à droite pour convaincre certains de ses pères africains qui font de lui une base arrière de la rébellion. Vous savez que c'est une base arrière de l'instabilité dans les Grands Lacs. Et nous le savions tous. On n'a pas besoin de faire des clichés. Et le président Tshisekedi le sait aujourd'hui. Et ce président prend tout le monde à témoin. C'est pourquoi il regarde l'Union africaine en disant « Je vous enverrai mon émissaire ». La preuve, on ne va pas seulement parler de lui. Revenons chez nous. Même nous ne sommes pas souvent très présents à l'Union africaine. Nous envoyons les émissaires parce que nous connaissons de quoi il est question. Alors, peut-être pour sortir, puisqu'il y a bien sûr la thématique centrale, je vais vous relancer sur une question que nous avons posée, mais vous avez évoqué un pan de développement. Aujourd'hui, quels peuvent être donc, à partir de cette situation entre la RDC et les États-Unis, quels peuvent être les rapports désormais entre les États-Unis et l'Afrique de manière générale, notamment sur le plan commercial, avec cet impact également des taxes qui ont été imposées aux 50 pays africains ont été frappés, et aujourd'hui où les États-Unis, vous l'avez si bien dit, font la fine bouche alors qu'ils ont été les instigateurs du trouble aujourd'hui dans les pays, les provinces du nord et du sud Kivu, mais cependant, voulant encore venir être un peu comme une sorte de pompier pyromane, après avoir allumé le feu et faire semblant de l'éteindre. Je vais tout simplement vous dire que lorsque vous prenez ce qu'on appelle un croissant au beurre et un croissant au jambon, ça n'a pas le même goût. Ces États-Unis, il faut le savoir, il faut le dire. Trump n'est pas revenu dans ce second mandat comme quelqu'un qui veut commercer avec l'Afrique. Parce que depuis 1974, nous avions fait ce qu'on appelle les Eurogwegons dans le commerce international, l'Organisation mondiale du commerce. Nous avions accepté la Chine, malgré une population exponentielle, et ce que nous savions, un poumon économique énorme. Si nous sommes dans le Conseil des Nations et que nous avons l'Organisation mondiale du commerce qui doit gérer, apporter des dispositions légales et réglementaires entre les échanges multilatéraux, bilatéraux, mais il faudrait que Trump les respecte. Il faut que Trump les respecte. Regardez l'alliance nord-américaine, l'ALENA, qui fait Canada, Mexique, États-Unis. Mais ce monsieur a battu cela d'un revers de la main, jusqu'à ce que le président Barack Obama s'est indigné de sa vision politique. Si vous avez dit que vous êtes dans une zone économique appelée l'ALENA, l'Alliance économique nord-américaine, ça veut dire que vous aviez accepté le Canada et le Mexique à converger dans la même idéologie du commerce que vous. S'il a battu cela en brèche, il a refusé cela, vous pensez que c'est en Afrique qui fera la bonne brèche? Je reviendrai toujours pour dire, je m'interrogerai sur ce qu'il a fait du Libéria dans son premier mandat de 4 ans. Je m'interrogerai toujours ce qu'il a fait les gisements de Sierra Leone dans son premier mandat. Et quand il arrive aujourd'hui, il devait d'abord regarder le Libéria, qui est sa chasse gardée, vous le savez, l'histoire est pourvoyeuse de réponse. Il ne peut pas aimer la RDC Congo que le Libéria. Il ne pourra pas aimer notre Sierra Leone que le Libéria. Il ne pourra pas aimer Sierra Leone, Libéria que la RDC. C'est que là où il a déjà été compris, il a raté avec les exactions d'une société pétrolière dont je ne citerai pas le nom. Suivez mon regard, qui est américaine. Il ramène donc maintenant une société sous-marine pour venir tromper le peuple congolais. Et ce peuple n'est pas prêt à le faire. Parce que les Américains en Afrique ont tout perdu. Regardez ce qui se passe au golfe de Guinée. On les prend avec des pincettes. Regardez ce qui se passe au niveau du golfe Persique, de l'autre côté de nos frères. On les prend avec des pincettes. Sortons, allons au Nicaragua, au Paraguay. On les prend avec des pincettes. Pourquoi aujourd'hui la CIA et les États-Unis viennent en Afrique? Posons-nous cette question. Il n'est plus l'heure. Les Africains ont étudié chez eux. Ils ont pris ce qu'on appelle une prise de conscience.
le débat va se faire face to face à face, devant le Conseil des Nations, avec ce qu'on aurait appelé les conseils de l'Organisation mondiale du commerce. Ce M. Trump ne peut pas ratifier l'Organisation mondiale du commerce et ne pas respecter les normes de commerce équitable. Ce qu'ils ont fait en Libye, est-ce qu'ils ont respecté les Nations Unies? L'envahissement de l'Irak, est-ce qu'ils ont respecté cela? Lorsqu'ils ont créé l'OTAN pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils respectent les décisions au niveau du Conseil de sécurité? On en a marre et on dit non aujourd'hui en Afrique. Ils vont revenir signer des contrats et ces contrats, ils les signeront avec nous et dans ce qu'on appelle le seul respect du minimum au niveau du commerce international. Merci à vous, docteur Poudi et MC Pondi. On va évoluer donc avec la thématique qui porte sur les tensions entre l'Algérie et le Mali. Ces deux pays, depuis quelque temps, vivent une brouille diplomatique. Le gouvernement algérien a accusé notamment les forces armées maliennes d'avoir tenté de violer leur espace aérien en détruisant donc un drone, selon eux, qui aurait fait plus de 2 km au niveau de l'espace aérien algérien. Une situation, du moins un fait, qui a été nié de toutes pièces par l'armée malienne et qui a amené justement le gouvernement malien à rappeler ses ambassadeurs. Et puis il y a une réciprocité, notamment des ambassadeurs de l'AES aujourd'hui, et il s'est retrouvé avec cette brouille-là. Sauf qu'il y a d'autres manifestants qui ont eu justement à faire du bruit. Mardi, dans les rues de Bamako, il y a eu au moins une centaine de jeunes manifestants qui sont descendus devant l'ambassade d'Algérie à Bamako pour protester justement contre ces accusations proférées par l'Algérie sur le Mali, en soulignant bien entendu que c'est plutôt l'Algérie qui a un problème quand on regarde le dossier de Kidal. Cette Algérie avait eu à s'immiscer alors qu'il ne devait pas avoir une forme d'ingérence. Aujourd'hui, le Mali, aux côtés des autres pays de l'AES, est en train de s'afficher en forme de souveraineté, et l'Algérie semble ne pas du tout être d'accord avec cette nouvelle voie que prend le Mali. C'est vers la question de la thématique principale, c'est de savoir si l'on craint une escalade au niveau notamment de ces tensions. Mais tout d'abord, d'entrée de jeu, quelle est la lecture, ou sinon la grille de lecture que vous faites de cette tension entre le Mali et l'Algérie? Oui, l'escalade aura bel et bien lieu, mais sauf que lorsque nous regardons dans ce qu'on aurait appelé la mosaïque des peuples qui sont entre la limite des frontières, Mali, Algérie, Mauritanie, l'histoire est pourvoyeuse de réponses. Pour nous qui avions fait ces zones en Afrique de l'Ouest, il y a un peuple qui n'a pas de pays, c'est le peuple Touareg. C'est un peuple qui se retrouve en Mauritanie. Du côté de Zouérat, on arrive en Algérie. C'est un peuple qui se trouve à Gao. De partant de Gao, on se retrouve en Algérie. Alors, ce peuple nomade, qui aujourd'hui est mort mauritanien parce qu'il y a l'espoir, est malien aujourd'hui parce qu'il y a l'espoir, demain algérien, est un peuple qui nous a emmenés dans ce qu'on appelle l'Azawad. Ils ont créé un État appelé l'Azawad entre l'AQMI, qui est l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et le Moujad, qui est un mouvement de la djihad d'Afrique de l'Ouest. Parce que les peuples qui partageaient cette zone n'arrivaient pas réellement à mettre la sécurité entre les frontières naturelles dans le désert du Sahara. Je prendrai à témoin pour répondre à votre question parce qu'il faut que les auditeurs nous comprennent. Lorsque vous ne saviez pas les limites de votre pays, vous ne pouviez pas comprendre pourquoi l'autre est venu jusqu'à la dernière chambre de votre maison faire la sécurité. Je vais parler pour le commun des mortels. Si je sais que nous sommes frontaliers au niveau du dernier poteau électrique, qu'on appelle le point zéro, je prends la garde au niveau du poteau électrique. Toi aussi, tu prends la garde au niveau du poteau électrique. Tu ne vas pas rester chez toi. Tu me laisses traverser le poteau électrique. Et je mets la garde après le poteau électrique qui est déjà ta maison. Demain, je te dirai que cette partie du territoire m'appartient. Mais si chacun reste chez soi, et nous laissons cette partie en proie à un groupe djihadiste, rebelle,
qui veulent imposer un État à cet endroit qui n'a rien à voir avec les peuples qui peuvent y vivre, ça veut dire que nous avions raté. Je reviens donc sur vous. De Amani Toumani Touré à Moussa Traoré, ces présidents qui ont pour le pouvoir au Mali, les bases arrières étaient où? Mais c'était en Algérie. Les bases arrières étaient en Algérie. Lorsque le Fonds islamique du salut algérien faisait la pluie et le beau temps dans les années 90-93. C'était les bases arrières du Mali. Chacun venait par là et venait renverser le pouvoir. On partait de Tombouctou à Gao ou de Gao à Tombouctou pour renverser le pouvoir au Mali. Le Mali est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui a un nombre énorme de coups d'État, moyennant tous les 52 coups d'État. On ne va pas frustrer ses frères africains. Mais il faut dire ceci. L'escalade aura bel et bien lieu parce que c'est un peuple frère. Le Touareg, le Soninké vit autant en Algérie, vivra autant au Mali. Puisqu'il est noir, il est algérien. Puisqu'il est blanc, il est malien. Dans le Touareg, il partage ces deux pays. Maintenant, ce drone qui a été abattu était un drone de reconnaissance. Pourquoi? Les accords qui ont été signés il y a de cela 20 ans avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrants, était un accord que le Mali avait accepté avec l'Algérie. Que lorsque les migrants africains arrivent de ce côté pour traverser la Méditerranée, on les reverse au Mali. Mais qu'ils supportent aujourd'hui que ce que vous aviez signé à l'époque retombera sur vous. Et ces migrants les prenaient où? Dans le désert algérien, à Tamaracet. Et on venait les reverser où? À Gao, à Tombouctou. C'était des accords. Aujourd'hui, cette zone tampon n'est plus contrôlée par le Mali ni par l'Algérie. C'est devenu une zone appelée l'Azawad. Un état tampon djihadiste du Sahara qui s'autodétermine et réclame son indépendance, dont les deux pays n'arrivent plus à contrôler. Lorsqu'un drone de reconnaissance s'en va et que l'autre le frappe, mais il devrait plutôt chercher un apaisement. Pourquoi tu l'as frappé? Ça peut être de façon inadvertante. Parce que je vais vous dire une chose. L'Europe et les puissances étrangères voudraient tellement s'appuyer sur ce conflit pour un changement et pour faire tomber le pouvoir au Mali. Parce que l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Niger et du Burkina, a chassé des bases françaises qui gravitaient sur ce périmètre et qui passaient le temps à dire: nous sommes chez vous parce que nous combattons le djihad et nous sécurisons pour que la République appelée Azawad n'existe pas. Mais ce sont ces gens qui ont fait le rapport que l'armée malienne à Tombouctou et à Gao était faible. Ou les commandos maliens qui ont pris le pouvoir aujourd'hui ont dit: mais nous ne sommes pas faibles. Puisque depuis qu'ils sont au pouvoir, cette junte, il n'y a plus ces exactions à Tombouctou, à Gao. C'est pourquoi on crée maintenant ce drone qu'on bombarde. Si l'État malien n'ouvre pas les yeux, on crée une escapade. On essaie de mettre les deux pays dans les problèmes, comme en 1962, lorsque l'Algérie et le Mali discutaient la frontière. Et puis comme ça, le colon s'infiltre, après avoir créé la zizanie, et commence à prendre les minières du sous-sol. Cela s'est passé à la guerre du Sénégal et la Mauritanie. Cela s'est passé à la guerre de la Mauritanie, le Maroc, dans le Sahara occidental, chez les Bédouins, chez les Berbères. Cette histoire-là, beaucoup de panafricanistes ne vont pas vous la donner facilement, parce que chacun y va de son intérêt. Chacun tire la couverture de son côté. Et vous allez vous rendre compte que tout ce peuple malien qui est allé à l'ambassade d'Algérie bavarder, c'est un peuple va-t-en-guerre, c'est bien pas la volonté du Mali. Parce que les Maliens vont en Algérie sans visa. Et ils sont très nombreux de ce côté. Ils n'accepteront jamais qu'il y ait une escapade contre les Algériens. Les Algériens sont boutiqués. Les Algériens Touareg ont le commerce, ont 50% du commerce. Je veux dire même 35% du commerce malien.
Les Soninké qui partagent les deux régions ont 26% du commerce. Personne n'accepterait qu'il y ait une escapade, mais elle aura lieu. Elle aura lieu parce que lorsque les forces du mal, que sont l'Occident, viendront s'abreuver sur le vase de ces deux frères africains et ne pas apporter la solution, c'est pour qu'une nouvelle base française vienne s'installer pour faire un cessez-le-feu. Et nous nous disons non, que les États du Sahel reviennent auprès de la CEDEAO et que la CEDEAO interpelle l'Union du Maghreb arabe pour essayer de voir au clair comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, que ça ne soit pas une histoire de drone, mais que ce soit une histoire de pères qui partagent ensemble des frontières naturelles des peuples qui vivent ensemble depuis des décennies. Quand vous évoquez, vous dites par là que l'AES doit retourner auprès de la CEDEAO. Vous pensez que l'AES n'a pas toutes ses capacités à pouvoir aller au dialogue, résoudre ce problème sur le plan des rapports diplomatiques? Il faudrait à tout prix toujours qu'il y ait la CEDEAO, quand on sait pertinemment que cette CEDEAO n'a pas respecté son cahier de charge vis-à-vis de ce qu'elle devait faire. Elle est beaucoup critiquée, même par certains chefs d'État. Le récent chef d'État qui avait d'ailleurs critiqué la CEDEAO était le président de la Guinée-Bissau, lui-même un ancien président en exercice de la CEDEAO. Est-ce qu'il ne peut pas avoir d'autres mécanismes? La CEDEAO ne peut peut-être agir sur le plan de la médiation, que forcément l'AES rentre en interne au sein de la CEDEAO. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres voies de moyens? Parce que quand vous le dites, c'est comme si peut-être l'AES n'avait pas ses capacités à pouvoir gérer, même si c'était un appel au dialogue. Vous savez que ces trois pays, donc, qui sont le Mali, le Burkina et le Niger, n'ont que 3 villes. Quand vous allez au Burkina, vous n'avez que 3 villes. La ville de Bobo-Dioulasso, la ville de Ouaga et la ville de Pau. Quand vous allez au Niger, vous n'avez que 3 villes. Niamey, Arline Massoud et Ténéré. Quand vous venez au Mali, vous n'avez que 3 villes. Bamako, Gao, Tombouctou. Ce n'est pas 3 villes qui font le poumon économique d'un pays. Il faut ce qu'on appelle un développement de toutes les villes pour apporter ce qu'on appelle une synergie pour le développement autocentré d'un pays. Suivez mon regard. Si on revient tout petit peu au Cameroun, les villes se valent et chaque ville arrive à apporter son petit X. Mais vous avez ici bien dit que ces pays ont souvent été en proie à des menaces terroristes et autres. Vous pensez que d'ici peu, toutes les villes peuvent se valoir pour pouvoir créer cet équilibre que vous êtes en train d'évoquer? Il faudrait quand même aller à la base de quelque chose. Aujourd'hui, certains sont en train de faire l'achat de la refondation pour mieux se poser et pour pouvoir avancer. Le plus important, je crois, savoir, Dr Nyamsing Poudi, c'est que si vous avez le soutien du peuple, que le peuple se sent mieux, c'est bien sûr par là qu'il faudra aller. On n'est pas dirigeant parce qu'on voudrait faire prévaloir ses idées, mais on est dirigeant parce qu'on doit amener son peuple à atteindre des objectifs et le peuple avec, donnant de la voix. Je crois bien sûr que c'est ça, exactement. Je vais vous répondre par une citation de Marc Tambo, ancien directeur de l'UNESCO Zone Afrique. C'est dans les têtes que naissent les guerres et c'est dans les têtes que doivent finir les guerres. Dans chaque pays, chaque leader politique doit finir la guerre dans sa tête et accepter le développement de son peuple sans toutefois vouloir l'embrigader, sinon museler son peuple. Vous avez parlé tout à l'heure de cette CEDEAO qui n'a pas fait bon chemin dans le cahier de charge. Je vais vous dire. J'ai 2 éléments de la CEDEAO qui m'ont marqué ces 7 dernières années. L'élection du président sénégalais, l'élection du président bissau-guinéen et l'élection du président gambien. Lorsque Yaya Jammeh partait du pouvoir, un président de Gambie a prêté serment au Sénégal avec les pères de la CEDEAO. Lorsqu'en Guinée-Bissau, la réforme de la ville de Bissau, vous savez que le président bissau-guinéen est passé sur une chaîne étrangère dont je ne peux pas citer le nom, avec un journaliste et une de vos consoeurs camerounaises qui travaille sur cette chaîne de télévision française, où il a démontré, il y a de cela 10 jours, je sortais de Bissau. Bissau que j'ai connu dans les années 2004-2005. J'étais étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et dans ce que j'aurais appelé le jeune assistant, j'allais donner cours à Ziguinchor, à l'université catholique de Ziguinchor du Sénégal.
on traversait de l'autre côté pour voir ce qui se faisait de mieux. 10-15 ans après, il y a ça quelques jours quand je reviens à Bissau, je trouve que c'est beau, c'est ahurissant. Si ce n'est pas la volonté générale des idées de la CEDEAO pour que ce président ait les mains libres de travailler, loin des querelles, loin des guerres, Bissau est une belle ville aujourd'hui. Bissau, je suis tout à fait d'accord avec vous. Serekunda est une belle ville aujourd'hui en Gambie. Mais docteur, pensez-vous que c'est à cause forcément de l'appui de la CEDEAO, le dirigeant lui-même, par exemple, parlant de la Bissau, le général Omaro Sissoko Embalo, qui est aujourd'hui en train de faire un déplacement dans d'autres pays. Vous pensez que sa vision personnelle de vouloir Bissau changer, à elle, cela ne suffisait pas. Il fallait certainement qu'il bénéficie du soutien de la CEDEAO pour pouvoir y arriver. Quand vous regardez l'âge de ce président, il est en vase clos avec tous les jeunes présidents de la CEDEAO. C'est un homme qui a une philosophie grandissante. C'est quelqu'un que je n'ai pas connu général, mais c'est que j'ai connu comme chef d'escadron, il y a cela 20 ans. Alors, de mon regard de jeune étudiant et militant pour le panafricanisme à Cheikh Anta Diop, il faut voir en cet homme une vision, l'écoute, la faveur de son peuple. Il a voyagé. Attention, il s'exprime couramment en langue française. Tout à fait. Et en langue portugaise. Langue portugaise. Et l'anglais, la langue de Shakespeare, n'est pas étrangère à lui. En quelques années, il a fait du peuple bissau-guinéen, pour ne pas sortir du débat, des jeunes étudiants. Nous ne sortons pas du débat, voilà. nous restons dans le débat, nous sommes dans le débat. Des jeunes étudiants bissau-guinéens sont aujourd'hui au Maroc, au Sénégal, en Tunisie, pour rapporter à Bissau ce qu'on appelle l'expertise nationale. C'est pourquoi vous allez voir que c'est les sociétés bissau-guinéennes et la main-d'œuvre bissau-guinéenne, plus la bénédiction des pères de la CEDEAO qui font de Bissau aujourd'hui un pays où tout le monde veut visiter. Le plus grand architecte sénégalais, Gouchapi Atipa, qui a fait la Guinée équatoriale, est aujourd'hui à Bissau dans ses entreprises en train de faire. Le réseau téléphonique est meilleur. C'est pour vous dire que lorsque vous acceptez aller sur la table de négociation avec la CEDEAO, acceptez ce qu'on vous dit et apportez ce que vous deviez apporter. Tel un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous êtes sûr que vous ferez de votre pays un très beau pays. Mais là, quand même, il faut quand même avouer que l'AES avait donné son ouverture pour discuter avec la CEDEAO pour que, certainement, les rapports soient faits, pour qu'il y ait de l'accalmie qui puisse justement reposer. Mais ce que nous sommes en train de souligner, c'est bien sûr dans les rapports qui existent aujourd'hui entre le Mali, l'AES et puis l'Algérie. On parle de cette crainte d'escalade. Vous nous dites que l'escalade va y arriver, mais vous soulignez que pour pouvoir créer de la calmie, il faudrait que l'AES puisse aller vers la CEDEAO, demander de l'appui, conseil. Je voudrais savoir, parce que vous parlant même de cela, disons que la CEDEAO a même d'ailleurs eu à réagir aujourd'hui sur cette situation. J'ai senti justement préoccupé et a appelé les différents acteurs au calme, tout comme certains des manifestants d'hier qui ont pensé que il est possible justement qu'il y ait le dialogue, mais ils sont contre la réaction algérienne. Cependant, ils veulent qu'il y ait le dialogue. Pourquoi? Parce qu'il y a des frères maliens qui se retrouvent du côté de l'Algérie, comme vous avez souligné. Ne pensez-vous donc pas qu'il y a un mécanisme justement qui puisse apporter de l'apaisement? Il n'y a que deux mécanismes d'apaisement au niveau de l'AES. Pourquoi? Parce que ces deux États appartiennent d'abord, ces trois États de l'Alliance des États du Sahel appartiennent à deux grandes zones. Une zone monétaire et une zone économique. Le Burkina, le Niger et le Mali appartiennent à l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui utilise le CFA. Appartiennent à la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest. Ces deux présidents, celui de l'UMOA, celui de la CEDEAO, devaient prendre le pôle pour aller vers les négociations. Pourquoi je le dis? Les militaires sont réputés être des gens très forts dans la compréhension de certaines choses, parce que dans l'armée, c'est l'ordre qu'on donne
Et l'ordre devrait être respecté. En politique, il n'y a pas d'ordre. En politique, il y a ce qu'on appelle le maniement de la langue, la restitution d'une connaissance, le savoir-faire, le savoir-être. Et puis, il faut faire des concessions. On est prêt à perdre une papaye pour avoir une pomme. On est prêt à perdre une pomme pour avoir un grain de sénévé qu'on pourrait appeler le niébé. Lorsque vous aurez compris cela en sciences politiques, on n'entrera pas dans les pages des grands auteurs. On va tout simplement rester pour dire que le président de l'UMOA devrait appeler ses pairs qui utilisent le franc CFA, en leur faisant comprendre que lorsqu'un pays en proie est en crise, ça touche la monnaie, ça touche la circulation de la monnaie et ça touche les individus. Et directement la CEDEAO va intervenir en disant, dans cette configuration, l'économie est touchée. C'est pourquoi je me rappelle du président Maouya, le père de l'indépendance de la Mauritanie en 1960, qui disait, à tout moment où un pays est en guerre, la monnaie souffre et son développement économique est en péril. Si l'Alliance économique du Sahel veut prospérer, Alliance des États du Sahel, bien entendu. oui, l'Alliance des États du Sahel veut prospérer, cette alliance doit se référer d'abord à une idéologie ouest-africaine, ensuite à la conformité de ses pairs, c'est des peuples soninké, Peul, Aoussa, je peux encore parler Baoulé, Tamarachet, Tamset, qui font de frontière en frontière pour que l'économie soit grandissante. Et dans ce développement économique, celui qui tourne le dos à la zone de référence économique de sa région africaine est un pays qui restera en autarcie. Et j'en veux pour preuve lorsque le président Kadhafi de la Libye disait « Je ne sais pas si je suis de l'Afrique noire ou si je suis du Maghreb, mais je sais que le président Nasser m'avait dit lorsque je faisais mon coup d'État d'être autonome et de gérer la Jamaria, mon livre, à moi seul. » Donc, ils doivent revenir vers leur père. C'est pourquoi la Libye a été dans le Maghreb arabe. Donc, ils doivent revenir à la CEDEAO, revenir avec leur père de l'UMOA, et que ces ambassadeurs de ces deux zones aillent discuter avec l'Union arabe du Maghreb pour pouvoir apporter l'accalmie et la paix. Peut-être avant d'arriver à une note de sortie telle que vous l'avez si bien avoué, on va quand même noter entre-temps que, puisqu'on a évoqué le cas de la Guinée-Bissau, que le président Omaro Sissoko Embalo séjourne donc depuis ce matin du côté des Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, pour le renforcement notamment de la coopération, puisque vous avez notamment vanté les mérites de Bissau avec tous les changements qui ont été évoqués. Revenons bien sûr sur le cas de l'AES. Aujourd'hui, cette confédération qui voudrait justement être accentuée véritablement à une forme de fédération a sa charte qui est bien structurée, a notamment une banque qui a déjà vu le jour avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Il y a par exemple des passeports qui ont été faits. Il y a également à côté une force militaire qui a déjà démontré sa capacité de feu, ou du moins au niveau de cette zone tampon. Il y a aussi que l'on s'apprête notamment à la création de la monnaie. Pourquoi est-ce que les uns et les autres pensent que l'AES aujourd'hui, qui s'appuie notamment sur la Russie, ne peut pas véritablement sortir de l'ornière et puis être ce modèle-là que les Africains voient comme étant l'unification des États voulant se déchirer le voile colonial face à des puissances étrangères condescendantes que vous avez évoquées tout à l'heure, qui cherchent toujours à vouloir piller, à vouloir détruire. Vous savez que depuis la visite des pays africains, notre président y était aussi, hein? Au niveau de la Russie, on a rencontré tous le grand président russe appelé Poutine. C'était un leurre. Je vais vous dire pourquoi c'est un leurre. Et je vais vous prendre 4 pays en Afrique qui ont eu des monnaies chancelantes et le développement n'a été pour 2 pays. Vous savez, on dit un bras
n'attache pas un collier. C'est l'union qui fait la force. Lorsque Mobutu Sese Seko Wasabamba faisait le Makuta, le franc Zaïre, c'est une monnaie qui a fait la pluie et le beau temps. Elle est où aujourd'hui? Zéro. Le franc Zaïre ne passe pas. Ça ne peut même pas apporter le développement du pays. Que dans ce même pays, on utilise le dollar comme une monnaie de référence. On a plus acheté en dollars qu'en franc Zaïre. En Guinée-Conakry, avec les excès du Kamboalo, lorsque le grand président de la Guinée-Conakry avait décidé de faire le franc guinéen en disant que de manger ceci, cela, je préfère manger cela ou cela, je préfère ne pas donner cette phrase parce que c'est une honte. Ça fait régresser la Guinée-Conakry qui fait une puissance, une grande Guinée de Kankan à Fria, de Fria à Conakry jusqu'en Basse-Guinée. C'est un développement énorme. Quand les Russes sont partis, qu'est-ce que ça a donné? Quand je sors de là, l'Angola avec Samura Macha et consort, et Jonas Sabimbi dans l'UNITA, il y avait eu une monnaie. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette monnaie? Vous sortez de là, Maouya avec l'Ouguia en Mauritanie. Toutes ces monnaies qui sont uniques, le C10 de Rawlins, qu'est-ce qu'il est devenu? Toutes ces monnaies qui sont dans Banque nationale, vers la fin, n'arrangent pas le développement auto-centré pour l'émergence d'un pays. Or, lorsque vous êtes un grand pays, une population énorme et travailleuse, vous avez le droit d'avoir une banque nationale, comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Maroc. C'est des pays qui vont à plus de 50-70 millions d'habitants, avec ce qu'on aurait appelé des garants forts et sûrs, où l'économie en sous-sol a été hypothéquée. Le Nigeria jusqu'à la République du Calabar, c'est un sous-sol hypothéqué. C'est pourquoi la monnaie résiste. Tous les pays qui n'ont pas hypothéqué leur sous-sol, à tout moment, vous avez créé votre monnaie, elle chutera et deviendra du tapioca. Ça que vous m'appelez 1500 économistes africains sortis des grandes universités, ils vont vous le dire. Si le rang sud-africain est fort, c'est tout simplement parce que le sol sud-africain est hypothéqué. Mais à côté de la pays sud-africaine, la monnaie botswanais vaut quoi? La monnaie du Swaziland, les Swatiti vaut quoi? Le pays qui est derrière les autos, cette monnaie vaut quoi? Comparativement aux monnaies qui se regroupent et greffées sur les monnaies de puissance. Alors, on va dire, pourquoi est-ce que le docteur Nyamsim Pouli parle-t-il ainsi? Vous saviez que dans l'Afrique centrale, si nous récupérons l'Angola, le Rwanda, le Burundi, la RDC Congo, le Sao Tomé et Principe, nous faisons une zone forte au niveau de la CEMAC et au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le CFA sera une monnaie de référence comme le dinar et comme certaines monnaies européennes. Parce que nous serons forts. Ça veut dire que quand on vous écoute, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'on doit quitter le franc CFA? Non. On peut quitter le franc CFA, mais en le quittant, il faudrait que nous soyons un groupuscule de pays forts et puissants pour apporter une dénomination à notre monnaie. C'est ensemble que nous sommes beaucoup plus forts et non dispersés. Merci à vous, docteur Nyamsi Mpondi. Ce fut un échange assez intéressant avec vous, même s'il faudrait dire qu'on aurait aimé peut-être que ce soit avec d'autres interlocuteurs, ça viendra certainement. Là, ça nous amènerait à avoir certainement un équilibre de pensée, mais toutefois, avec vous, nous avons parlé de la situation en République démocratique du Congo, avec la suspension de tout contrat évoqué par la présidence congolaise, et puis par la suite, nous avons évoqué les tensions entre l'Algérie et le Mali, si l'on ne craint pas une escalade. Ce qu'on retiendra avec vous, c'est que vous avez souligné que l'escalade certainement va y arriver dans la mesure où l'on ne prend pas conscience de la situation. Le mieux serait bien sûr de pouvoir appeler au calme et à l'apaisement. Nous vous disons merci d'avoir fait le déplacement. On rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes spécialiste des sciences de l'information et de la communication, mais vous êtes également un analyste politique, géostratège. Merci d'avoir accepté d'accorder votre temps à For You Media pour ce regard panafricain.
Merci, tout le plaisir revient à moi. Je suis chez moi, je suis à la maison. Et tant qu'on sollicitera mon expertise, je répondrai toujours présent. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été les nôtres pour ce rendez-vous de regard panafricain. Merci à vous, chers auditeurs, et puis vous qui l'avez suivi sur notre plateforme Internet à travers notamment notre application. Vous aurez cette émission diffusée sur les antennes de For You Media Africa, cette fois-ci en version TV sur le canal 326 de Canal+. Et ce sera donc ce 10 avril dans les cours de 14h heure du Cameroun. Et puis vous aurez notamment, on allait dire 13h heure du Cameroun. Et puis vous aurez donc la diffusion également sur nos plateformes Facebook et YouTube. Merci à Kélé qui a assuré la réalisation de cette émission. C'est mon nom, plaisir de vous retrouver pour notre édition de Regard Panafricain.